L'apport initial, c'est une somme d'argent qu'un individu verse à un promoteur immobilier en vue de s'inscrire et garantir l'achat d'un éventuel appartement. L'apport initial dans l'achat d'une maison, c'est une somme d'argent que le client verse au promoteur immobilier pour le commencement de son projet, de la construction de sa maison. Pour moi, il est justifié. Il est justifié parce que quand vous voulez, en apportant quelque chose, vous prenez la chose plus au sérieux. C'est la question que nous tous on se pose. Souvent, on ouvre des promotions immobilières. Je peux prendre même l'exemple sur la route de Bassam. On vous construit des maisons témoins. On prend les apports initiaux. Et puis bon, après, ils disparaissent. Les apports initiaux permettent aux promoteurs de réaliser, de faire tous les papiers nécessaires pour l'achat de la maison. Entre autres, les papiers à la mairie et autres. C'est pour faciliter la tâche à l'acquéreur, il y aura moins de courses à faire, moins de démarches. Bon, selon moi, je ne pense pas qu'on doit supprimer cet apport initial-là, mais seulement qu'on doit juste le diminuer. Supprimer l'apport initial serait difficile. À la rigueur, chercher à baisser le tout pour aider le plus grand nombre à avoir l'accès à une maison. Au cas où le promoteur immobilier n'a pas pu construire, n'a pas pu acheter ou bien n'a pas eu les moyens pour construire la maison, l'État doit être l'avocat du client afin de récupérer son argent. Je pense que l'État à son niveau aussi doit d'abord assainir le milieu des promoteurs immobiliers. Il faut fixer une forte caution aux promoteurs immobiliers. On a vu le cas de l'agro-business qui malheureusement les gens n'ont pas pu être remboursés. Donc pour ne plus qu'il y ait ce problème, l'État doit pouvoir fixer de fortes cautions aux promoteurs immobiliers. Selon nous, l'État devait être un peu plus répressif vis-à-vis des promoteurs immobiliers qui ne jouent pas franc jeu. L'achat d'une maison est un processus. Ça démarre d'abord par un processus contractuel entre quelqu'un dont le métier est de construire et de vendre des logements, et puis quelqu'un qui a le souhait d'acquérir un logement. Donc la façon la plus usuelle de structurer cette volonté de part et d'autre, c'est d'aller dans la logique d'un contrat de réservation. Et comme dans tout contrat, il faut pouvoir manifester dès le départ l'envie pour le promoteur de réaliser le logement au profit de l'acquéreur et pour l'acquéreur manifester la volonté dès le départ de pouvoir acheter ou acquérir ce logement-là. L'apport initial est la manifestation de la volonté de l'acquéreur de vouloir acheter ce logement-là. Acquérir un bien immobilier est le souhait de tout homme ou femme en activité dans le secteur public ou privé. Mais cette acquisition, notamment dans une promotion immobilière sur le moyen ou long terme, exige le versement d'un apport initial. Ce montant, très souvent, à reverser dès l'ouverture de son dossier, est diversement apprécié par le plus grand nombre. Il est soit jugé élevé par certains, et soit une source d'enrichissement facile pour les promoteurs immobiliers véreux qui ne tardent à disparaître dans la nature avec l'argent collecté. Mais qu'en pensez-vous? Et l'apport initial, quelle devrait être en réalité son utilité et de quoi est-il constitué? C'est un contrat entre celui qui vend et celui qui achète. Donc bien souvent c'est des contrats sous seing privé et c'est fonction de l'accord que l'acquéreur et le vendeur peuvent fixer. Alors c'est clair que dans certains cas, quand il s'agit par exemple de logements de standing, l'apport initial peut être élevé. Ceci étant, même dans le programme des logements économiques et sociaux tel que l'État l'a structuré et organisé, l'apport qui est nécessaire pour le démarrage de l'opération et l'inscription de l'acquéreur
pour avoir son logement économique ou son logement social est à 10%. Donc voyez-vous que ça soit quelque chose d'exclusivement privé ou que ça soit dans cette combinaison de projets publics-privés où c'est l'État qui fixe les règles, la notion d'apport initial est une notion importante, est une notion qui paraît incontournable. Déjà, si vous voulez, lorsqu'un promoteur lance une activité de construction, dans 99% des cas, et c'est souhaitable, il est propriétaire de la parcelle sur laquelle il lance sa promotion immobilière. Et puis cette parcelle-là est subdivisée en lots à attribuer aux différents acquéreurs. Quelquefois, on structure la notion d'apport initial de sorte que l'apport initial puisse couvrir les dépenses qui ont été faites en termes d'achat de foncier. Ça, c'est un procédé. Mais lorsqu'il s'agit, si vous voulez, de définir ce qu'est un apport initial et à quel montant on le fixe, c'est une question entre deux personnes qui décident d'entrer en contrat. Comme je le disais tout à l'heure, dans le programme des logements économiques et sociaux, l'État, par exemple, considère que l'acquéreur doit pouvoir verser 10%. Pourquoi 10%? Parce que c'est un montant que, dans le cadre de ce type de programme, on considère comme étant l'engagement en deçà duquel on ne considère pas que l'acquéreur est véritablement engagé. Au-delà, ça peut être un frein à l'acquisition même du logement. Donc l'État a arbitré le montant de cette façon-là. Pour revenir sur les souscripteurs au projet immobilier, nombreux sont ceux qui optent pour le paiement à moyen ou long terme, autrement dit à partir de leur salaire. Connaissant plus ou moins le pourcentage qui leur sera prélevé de façon mensuelle, l'apport initial constitue un blocage pour certains. Ainsi, la question serait de savoir à quelles conditions serait-il possible de réduire ou supprimer l'apport initial afin de permettre un plus grand nombre de souscripteurs au projet immobilier. Autrement dit, quelles pourraient être les actions de l'État dans ce sens? Ce qui serait idéal serait que un acquéreur travailleur voulant acheter un logement trouve une banque en mesure de pouvoir financer la totalité du prix du logement. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une logique de lancement de l'approche de la propriété immobilière. Nous sommes en train de lancer cela. Alors il faut faciliter cette dynamique-là. Et c'est vrai que l'apport initial, tel qu'il est exigé dans certaines situations, peut être un frein. Lorsque vous êtes fonctionnaire, vous allez voir votre banque et il y a aujourd'hui un certain nombre de banques qui disent non seulement vous n'avez plus besoin de faire un apport initial, puisque nous, la banque, certaines banques financent 100% de l'acquisition, mais la banque va même plus loin en disant non seulement nous finançons l'acquisition, mais en plus nous finançons les frais qui sont liés à l'acquisition du logement, c'est-à-dire les frais de notaire. Donc à partir de là, le monsieur qui a sa rémunération régulière, parce qu'il est fonctionnaire, a 0% d'apport initial à réaliser. Et puis à partir du moment où le promoteur est conscient que la banque va se substituer à lui lorsque la maison sera livrée, lui aussi de son côté est à l'aise. Qu'est-ce que l'État pourrait faire? Nous faciliter le rapprochement, aider les chambres comme les nôtres à se rapprocher des organisations de fonctionnaires et de sorte que nous puissions avoir des accords avec elles et que à partir de là, ils deviennent systématique pour un fonctionnaire d'être propriétaire d'un logement.